Merci aux organisateurs, merci monsieur le député d'être venu assister à ces conférences. Donc, je suis Bernard Michaeli. Je travaille à la Direction générale de l'armement où je suis coordonnateur sous-marin de la DGA au Mourion. C'est-à-dire que globalement, tout ce qui plonge avec une personne à bord, plus ou moins ce qui est écrit là-dessus passe par mon bureau. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience en la matière, sachant que, bon, elle est un petit peu longue parce que vendredi prochain, à la même heure, j'aurai déjà fait ma première matinée de retraité. Quelle chance. Voilà. Donc, je vais vous parler rapidement d'une philosophie de conception que nous appelons la sécurité plongée. Après, je vous dirai justement, sur les quelques décennies qui ont passé, les principales évolutions que nous avons apportées à nos sous-marins pour les rendre plus sûrs. Je parlerai aussi du rôle de la DGA en la matière pour que vous compreniez pourquoi je suis ici ce matin, et je conclurai rapidement avant de prendre quelques questions et passer la parole au commandant Poli pour la suite. Alors donc, la sécurité plongée, c'est une philosophie de conception qu'on a développée depuis une petite cinquantaine d'années. Donc, globalement, c'est un mot composé de sécurité et de plongée, qui ont chacun leur définition propre dans le dictionnaire. Mais quand on y met un tiret, eh bien, on peut lui donner une définition propre. Et pour nous, cette définition, c'est que ça regroupe toutes les installations qui permettent aux sous-marins de plonger, naviguer en plongée et refaire surface en assurant en permanence la sécurité du bâtiment. Alors, j'ai souligné bâtiment parce que c'est quelque chose aussi d'important, c'est que la sécurité plongée s'applique à la plateforme. Il y a d'autres règles de sécurité qui sont applicables aux sous-marins. La sécurité nautique, quand le sous-marin navigue en surface, un sous-marin a des feux de navigation, la sécurité nucléaire, parce qu'on a des chaufferies nucléaires à bord, la sécurité du personnel, parce qu'il faut que les sous-mariniers puissent respirer en toute sécurité dans l'atmosphère. Alors, la sécurité plongée, donc, ce sont des règles strictes, essentiellement des règles de conception et également des principes d'essai. Didier Léandri parlait des essais qui avaient pu être réalisés sur la coque du Titan, on en voit l'importance. Et ces installations, globalement, sont regroupées en quatre parties principales. L'eau de mer, on comprend bien que le sous-marin évolue dans l'eau de mer. L'air HP, parce que c'est ce qui va lui permettre de retrouver de la flottabilité pour refaire surface. L'huile haute pression, parce que c'est ce qui lui donnera suffisamment de puissance pour mettre en œuvre son appareil à gouverner. Et évidemment, les ballasts qui permettront de faire aux sous-marins de faire traverser le dioptre entre un poids apparent nul et une flottabilité positive. Alors, avant d'aller plus loin, et pour comprendre pourquoi on a mis en œuvre cette philosophie de conception, il faut revenir un peu à l'histoire des sous-marins, des progrès, et on le verra sur la planche suivante, des accidents qui ont émaillé les opérations sous-marines depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, globalement, il y a deux évolutions essentielles qui ont fait évoluer la conception des sous-marins. Donc, la première, c'est le Schnorchel, qui est apparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est important parce qu'avant, les sous-marins naviguaient principalement en surface et plongeaient que pour se mettre à l'abri d'une menace aérienne ou de surface. Et donc, comment dire ça, le sous-marin, quand il naviguait dans ces conditions-là, ça me rappelle un petit peu une phrase d'un amiral britannique. Bon, je vais commencer par citer un amiral britannique, l'amiral Woodward, qui commandait la flotte de la Royal Navy qui est allée libérer les Malouines et la Géorgie du Sud. Mais bon, peu de gens savent qu'il avait été commandant de sous-marins nucléaires d'attaque. Et lui disait toujours qu'un bâtiment de surface est conçu pour naviguer en surface, et quand il coule, il a plutôt tendance à le faire lentement. Alors qu'un sous-marin est conçu pour plonger rapidement, et donc quand il coule, malheureusement, il le fait très vite.
Voilà. Et donc, avec le Schnorchel, le sous-marin a commencé à naviguer plus longtemps en plongée et être beaucoup plus exposé à son risque principal, qui est la voie d'eau. Bon, la deuxième évolution, ça a été la chaufferie nucléaire, évidemment, la propulsion nucléaire, qui a permis après aux sous-marins de pouvoir naviguer sous l'eau indéfiniment, et donc d'être indéfiniment soumis au risque principal, au même risque pour le sous-marin. Alors, l'évolution des sous-marins depuis la Deuxième Guerre mondiale ne s'est pas faite sans accident. Les Américains ont perdu 2 sous-marins nucléaires, le Thresher et le Scorpion. Et la perte de ces 2 sous-marins ont amené les autorités américaines à lancer des revues de conception pour que ce type d'accident ne se produise plus, mais également, on parlait du sauvetage des sous-marins tout à l'heure, de développer 2 sous-marins de sauvetage, le Mystique et l'Avalon, qui ont été construits au début des années 70 et qui ont justement été développés suite à la perte de ces 2 sous-marins. Voilà. Nous, de notre côté, nous avons également perdu 2 sous-marins dans les mêmes années, la Minerve en 68 et l'Eurydice en 70. Et nous avons aussi eu un accident de sous-marin, l'accident de la Flore, qui s'est produit en 71, qui, fort heureusement, ne s'est pas terminé en catastrophe, car la Flore a pu refaire surface et revenir au port, mais a été également très instructive vis-à-vis de ce qui aurait pu, je dis bien ce qui aurait pu se passer, pour la Minerve et l'Eurydice. Et donc, à l'époque, il y a eu beaucoup de discussions et d'échanges entre l'US Navy et la Marine nationale et le ministère de la Défense, justement sur les causes de ces accidents et ce que les gens avaient mis en œuvre pour ne plus que ça se produise. Voilà. Alors, évidemment, je ne rentrerai pas dans le détail des enquêtes et de leurs résultats qui ont été réalisés à l'époque. Mais bon, globalement, il y a 3 principales causes qui reviennent pour chacun de ces accidents. La première, c'est l'avarie de barre de plongée. Donc, globalement, et ça, c'est un problème pour le sous-marin, une barre de plongée qui se bloque à plonger. Ça peut poser des problèmes. Il y a l'entrée d'eau de mer, et notamment l'entrée d'eau de mer par le tube d'air, ce fameux Schnorchel inventé par les Allemands. Et puis, il y a également l'abordage à l'immersion périscopique, qui est une des causes qui a été évoquée pour la perte de l'Eurydice. Alors donc, globalement, la revue de conception qui a été réalisée à l'époque, et suite à ces accidents, et notamment également avec les échanges avec l'US Navy, était là en fait globalement pour premièrement éviter les causes de ces accidents, mais également de repasser en revue l'ensemble de la conception et d'essayer de voir si d'autres causes ne pourraient pas également conduire à des accidents identiques. Alors bon, là, je montre un extrait de La République. Je pense qu'à l'époque, c'était encore La République, le prédécesseur de Var Matin, qui parle de l'avarie de la Flore et qui aurait pu être susceptible d'expliquer la disparition de la Minerve et de l'Eurydice. Voilà. Alors, cette revue de conception a conduit à beaucoup de travaux, et c'est également ce qui a permis par la suite de pouvoir opérer des sous-marins nucléaires en toute sécurité. Des actions de fiabilisation, donc ça c'est le premier point, parce qu'on se rendait compte quand même qu'il y avait quand même quelques aspects qui n'étaient pas fiables, beaucoup d'évolutions technologiques, des nouveaux développements, mais également, parce qu'il y a quand même des hommes à bord, des évolutions de règles de conduite. Bon, là, je ne vais pas aller dans le détail de tout ce qui a été fait. Je dirais que pour moi, la principale, c'est la problématique de l'avarie de barre.
Voilà. Donc avant, les presses de barres étaient à l'extérieur et donc il y avait des flexibles et ces flexibles étaient des sources de manque de fiabilité. Et donc le concepteur, suite à ça, a ramené la commande des barres à l'intérieur et en faisant en sorte, tout bêtement, que la pression fasse rentrer la tige de presse et que la cinématique soit conçue de telle manière qu'elle mette la barre de plongée arrière à monter. Et je dois avouer que depuis l'époque, je n'ai pas entendu parler d'avaries de barres, sauf celles qui sont réalisées lors des entraînements pour entraîner les équipages aux parades. Alors, on a fiabilisé la barre au Schnorchel aussi. Bon, à une époque, l'alimentation en air frais rentrait directement dans le sous-marin. On a rajouté des caisses qui sont autant de barrières successives qui permettent de voir la quantité d'eau qu'on a embarqué, on a fiabilisé les circuits d'eau de mer en introduisant des notions de fermeture d'urgence, c'est-à-dire que globalement, on manœuvre un distributeur et on ferme tous les sectionnements qui mettent en communication la mer avec l'atmosphère du sous-marin. Quelque chose aussi une grande évolution pour nos sous-marins, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Comment dire ça? Globalement, bon, la conception des sous-marins est souvent le fruit d'expériences et de retours d'expériences malheureux. Bon, les Américains comme les Français ont perdu des sous-marins. Je pense que l'Allemagne, avec la perte du San Juan, il y a maintenant plus de 15 ans, je crois bien, qui était un sous-marin de conception allemande, doit certainement se poser ce type de questions. Et peut-être que le monde de la plongée, le monde du sous-marin privé devrait également se les poser. Le problème des sous-marins, c'est que quand on les perd, on ne retrouve pas souvent l'épave. Quand on la retrouve, c'est très tard. Et quand on la retrouve, on a du mal à savoir ce qui s'est passé. Avec le Treacher, les Américains, eux, c'était une plongée qui était réalisée juste après un grand carénage. Et donc, il y avait un bâtiment de surface qui suivait et les gens ont pu communiquer et déjà retrouver très vite l'épave. J'espère que je ne développe pas trop. Hein. D'accord. Et donc, globalement, on a développé suite à ça, et en discussion avec les Américains, une technologie de chasse rapide à l'air HP qui est unique au monde. C'est-à-dire, c'est se donner les moyens, avec de l'air comprimé, et sans intervention d'autres énergies, de pouvoir contrer un alourdissement. Alors évidemment, à l'époque aussi, on a commencé à beaucoup plus se pencher sur le sauvetage individuel et collectif des équipages. Donc, on a mis en place des sas de sauvetage sur tous nos sous-marins. On a mis une bouée qui permet de donner l'alerte si le sous-marin a coulé, hein, et donc pour pouvoir le retrouver plus rapidement. Et aussi, on a mis en œuvre du sauvetage individuel. Hein. Donc là, on voit le NSRS, hein, que je connais très bien parce que j'ai été son architecte pour la France. Hein. Mais bon, ce système a été mis en service qu'en 2008. Et jusqu'en 2008, nos sous-marins naviguaient sous la protection des DSRV américains, hein, donc avec un accord international. Mais également, on a mis en œuvre de nouvelles règles de conduite et quelque chose qu'on a mis en place à l'époque, c'est ce qu'on appelle le diagramme immersion-vitesse, hein, donc on connaît maintenant qui a été généralisé à tous les sous-marins. C'est en quelque sorte comme si dans l'aéronautique, le domaine de vol d'un avion. Hein, voilà. Et donc, on a dans ce diagramme, hein, qui va de la surface à l'immersion maximale et de 0 à la vitesse maximale, on a déterminé des zones dans lesquelles il ne fallait pas naviguer. Alors maintenant, qu'est-ce que fait la DGA là-dedans? La DGA, elle développe un référentiel technique. Voilà. Donc des règles de conception, hein, et notamment pour les règles de la sécurité plongée, parce que nos sous-marins ne sont pas certifiés par une société de classification civile. Hein, voilà. Bon, je sais que par exemple le BV, mais il y a aussi le Germanisch Lloyd qui ont développé des règles de classification de sous-marins. Bon, là, c'est plus pour l'export.
globalement, je pense que l'industrie navale pense qu'une certification par un tiers peut aider à l'export. Et donc, bon, il y a BV pour la France, et vous comprenez que le plus grand concurrent de Naval Group dans le monde étant un constructeur allemand, le Germanisch Lloyd soit dans la boucle, hein. Mais nous, ce qu'on a au-delà de ce référentiel technique, on a ce qu'on appelle le référentiel de sécurité des biens et des personnes pour la certification technique. Et ce référentiel est piloté directement par l'autorité technique de la DGA, hein, qui est chez nous un ingénieur général, et qui garantit que le sous-marin peut naviguer de façon sûre. Alors dans les règles, j'en ai identifié une, bon, hélas vous ne la verrez pas parce qu'elle est cachée derrière mes épaules, mais on dit que le sous-marin doit disposer d'une réserve d'allègement cohérente avec les scénarios de voie d'eau et permettant de compenser l'alourdissement du navire à l'immersion maximale de service. Donc on intègre bien. Et priez-moi de vous dire que ces règles, je dirais, l'allègement d'urgence chez nous, c'est la chasse rapide. Et moi, je dis toujours chasse rapide, chasse gardée. Donc, on n'ira pas, évidemment, faire des dérogations sur ce type de système, hein. Voilà. Donc, je vais conclure quand même cette présentation, hein. Et donc, en disant déjà qu'en France, la sécurité des sous-marins s'appuie sur une autorité de conception qui a 140 ans d'expérience dans la construction des sous-marins, hein. Bon, j'entreaperçois au moins une personne de Naval Group dans la salle, hein. Bon, le premier sous-marin militaire français, le premier sous-marin opérationnel français, le Gymnote, a été construit à Toulon en 1884, hein. Mais elle s'appuie aussi sur l'expertise de la DGA et l'indépendance de son autorité technique vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que même chez nous, à la DGA, on est l'acheteur, on est le fournisseur de matériel pour la Marine nationale, donc on a une maîtrise d'ouvrage, mais notre autorité technique, elle est indépendante de la maîtrise d'ouvrage. Ça aussi, c'est important. Ce qui fait qu'en quelque sorte, on est un tiers. Hein. Et ça, c'est assez marrant parce que bon, je fais une petite aparté sur ce que je faisais. M'étant occupé du NSCRS, on a été confronté, c'était un sous-marin en fait qui était civil, qui était mis en œuvre par une société civile, donc il avait une certification. Il était certifié par la Lloyds. Mais derrière, on avait l'autorité de conception du constructeur qui était Rolls-Royce, donc qui faisait pour les sous-marins nucléaires les chaufferies, pour les sous-marins britanniques les chaufferies nucléaires, et il y avait les autorités techniques et navales des différents pays, Royaume-Uni, France, donc la DGA. Donc, prie-moi de vous dire que quand on trouvait une fissure dans la coque, entre Rolls-Royce, spécialiste de la sécurité des réacteurs nucléaires au Royaume-Uni, et la DGA, on avait beaucoup d'experts capables de définir si le sous-marin pouvait plonger ou replonger en toute sécurité. Mais je citerai qu'une phrase également en conclusion, c'est celle de l'amiral Evdou, qui a écrit la conclusion du rapport d'enquête sur la perte de la Biderve. Et c'est pour aussi dire qu'il n'y a pas que la DGA et il n'y a pas que Naval Group, hein, il y a aussi les hommes. Hein, parce que les sous-marins de Tif Daphné, c'est qu'il avait écrit à l'époque, sont d'excellents bâtiments, faisant honneur à la construction navale française. On pourrait même dire qu'ils sont trop bons, car leur performance et surtout leur manœuvrabilité font oublier trop vite qu'en dernier ressort, c'est de l'homme dont tout dépend. D'où l'importance de la formation et de l'entraînement pour la mise en œuvre de ces engins. J'ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop long. Donc... Monsieur l'ingénieur, Micali, un grand merci parce qu'effectivement, l'idée était de vous montrer que c'est vraiment la certification du sous-marin qui est importante. Et on voit qu'effectivement, cette certification, elle peut être faite par le constructeur lui-même. C'est le cas des sous-marins militaires. Mais la qualité de cette certification fait que nos sous-mariniers
n'hésitent pas à utiliser ces sous-marins parce qu'il y a une totale confiance dans l'expertise qui est faite. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle là, sur ce sujet ?